toutes et à tous dans ce court échange qu'en 20 mois, 2 jours, recrudescence des cas de viol et divers crimes à Abomey-Calavi, quelle thérapie? L'exercice, je vous l'ai dit, sera fait avec Fréjus Atinoglu, il est juriste et défenseur des droits humains. Bonjour Fréjus. Bonjour monsieur le journaliste. Et merci d'avoir fait le déplacement. C'est un plaisir. Eh bien, face à vous, un fin autochtone d'Abomey-Calavi. Je ne suis pas autochtone. Laurent qui garde sa position, qui aura partagé avec nous, je ne dirais pas son expérience, mais son capital d'information sur ces quelques cas enregistrés ces derniers jours, dernières années. Et parlant justement de ces cas, les dernières années ont enregistré dans différentes contrées du Bénin une série de cas de viol. Et Abomey-Calavi semble avoir battu le record. Pourquoi ce fait? Ils ne sont pas des socio-anthropologues pour nous le dire, mais ils ont des arguments fiables pour justifier, pour nous permettre de comprendre. Est-ce l'étendue, est-ce la démographie d'Abomey-Calavi qui justifie le fait? On le saura tout à l'heure à travers l'échange avec vous, Laurent Roland-Tonekes et Fréjus Atinoglu. Pourquoi ces nombreux cas de viol à Abomey-Calavi et autres crimes, justement? On en évoquait tout à l'heure un peu avant qu'on 20 mois. Le cas de ces dernières années de ce papa qui a arraché la vie à ses 2 enfants, à ses jumeaux. Et ce n'est pas un cas isolé. On en a enregistré une série ces dernières années. Un militaire qui a violé une toute petite fille et qui a perdu sa liberté. Ce militaire, bien évidemment, qui... Un peu comme lui, de nombreux jeunes sont sous le coup de la loi pour avoir commis différents crimes. Mais pourquoi cette recrudescence des crimes au Bénin, et plus précisément, et encore plus à Abomey-Calavi? Oui, les crimes ont toujours existé au Bénin. On a toujours eu des cas de crimes. Les tribunaux, les sections criminelles ont toujours connu des dossiers de Mais crimes. À ce rythme... Moi, je vais peut-être dire que de jour en jour, les populations commencent par prendre conscience de certaines choses. Vous savez, à Abomey-Calavi... C'est la visibilité qui entoure maintenant le phénomène. J'en viens justement. Abomey-Calavi est devenue la ville d'octroi de ceux qui sont dans le sud, ceux qui vont travailler à Cotonou. La plupart reviennent à Abomey-Calavi. Ils ont leur famille à Abomey-Calavi, ils ont leurs enfants à Abomey-Calavi. Et je disais que plus le monde évolue, les gens prennent conscience d'une certaine situation. Aujourd'hui, tout le monde sait que lorsqu'il y a des cas de viol, il faut aller dénoncer. Mais dans le passé, il y a des cas de viol, mais on n'ose pas dénoncer. Qui veut exposer son enfant? Quelle jeune fille veut venir à la face du monde dire « mais moi j'ai été violée ». Mais aujourd'hui, automatiquement, ces jeunes filles, ces parents-là, dès qu'il y a même attouchement, préfèrent aller à la police. Et donc, c'est une prise de conscience au niveau de ces personnes-là. Et je pense que ça fait partie également du résultat de l'effort qui se fait au niveau seulement de l'État, mais également des organisations, à vulgariser nos tests, à enseigner aux gens qu'il faut à chaque fois dénoncer les cas de viol et d'harcèlement, parce que nous avons vu toutes ces lois qui ont été votées récemment, qui protègent la femme, qui protègent les violences faites aux femmes, qui protègent les infractions à raison du genre au Bénin. Et donc, les crimes ont toujours existé, les viols ont toujours existé, mais c'est une prise de conscience que nous observons aujourd'hui de la part de la population. Et quand on parle des crimes de viol à Abomey-Calavi, je l'ai dit, Abomey-Calavi constitue la ville d'octroi de ceux qui sont actuellement au sud. Il y a beaucoup de personnes qui ont leur famille à Abomey-Calavi. Et donc, on peut dire que le sud est concentré à Abomey-Calavi. Vous avez dit, c'est tout le Bénin. Il y a des cas de viol un peu partout. Il y a des cas de viol à Cotonou, il y a des cas de viol à Natitengou, un peu partout dans le monde. Dans le Bénin, je vous l'ai dit. Mais à Abomey-Calavi, il y a plus de personnes, il y a plus de familles à Abomey-Calavi.
Et également les médias jouent également un rôle dans ce sens-là, parce que ça peut se passer, ça peut aller au tribunal sans que Pardon. personne ne soit au courant. Vous voulez dire qu'on parle davantage des cas recensés à Bomey-Calavi que d'ailleurs? Non, je ne dis pas ça parce qu'il y a plus de cas, mais ça, tout le monde le sait. Mais je dis juste que par le passé, il y avait pas trop de médiatisation sur ces cas-là. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de médiatisation. Ouais, le procès qui a eu lieu On peut hier. déjà dire que les sensibilisations ont commencé à porter leur fruit. Voilà. Et ça encourage également les victimes à chaque fois quand il y a de ces genres de cas à aller dénoncer. Parce que vous l'avez très bien dit, hein, c'est très délicat de pouvoir se porter devant une instance de la place pour dire j'ai été violé. Ce n'est pas aisé à dire. Exactement, et Parce ce n'est pas seulement au Bénin, même en France. Moi, j'ai lu une étude en France qui dit que sur 10 victimes de viol ou d'infraction à raison du genre, seulement une seule personne arrive à aller à la police pour dénoncer. Donc, c'est un phénomène sociologique, ce n'est pas un phénomène qui est typique au Bénin ou en Afrique, c'est généralisé dans le monde. Tout le monde a peur. Même, vous savez, les cas de viol, ce n'est pas seulement sur la femme ou sur les filles. Il y a des cas de viol sur les garçons. Et là, si je vous en parle, vous serez étonnés. Des garçons sont violés régulièrement. Ah oui? Ah oui. C'est Des garçons sont violés régulièrement. C'est difficile à appréhender, mais... Exactement, mais ça se passe. Ça se passe, des garçons sont violés, des hommes sont violés. On a eu connaissance d'un cas où un père a violé son petit garçon. Je ne sais pas si vous avez appris ça. Oui, ce sont des cas comme ça que nous avons. Mais les garçons, c'est encore plus grave que les jeunes filles ou les femmes. Parce que les garçons n'ont pas le courage d'aller porter plainte. Vous, en tant que garçon, vous irez à la police dire, j'imagine. Une fille m'a violé. On peut craindre d'être tourné en dérision. Un homme va à la police dire, une femme m'a violé, on va te dire, mais va appeler ta femme. Tu vas justifier comment tu as fait pour qu'une femme te viole. Donc, c'est un problème totalement sociologique. Et ce n'est pas seulement à l'égard de la femme, mais c'est aussi à l'égard de l'homme. Et si rien n'est fait d'ici là, je pense que nous allons tourner la tendance. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de femmes, de filles qui sont victimes de viol. Mais si on ne fait rien également pour sensibiliser les garçons, pour éduquer également les garçons, on aura un renversement de tendance où il y aura plus d'hommes qui seront violés. Ça, c'est une autre hypothèse. Et on n'aura même pas le courage d'aller dénoncer parce qu'on ne nous croit pas. La femme vient et dit, mais c'est toi qui as demandé. Il y a un problème de consentement, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des cas où la femme donne du Viagra, c'est comme ça on appelle, non? Du Viagra à l'homme, que l'homme puisse rester en érection tout le temps. Mais c'est également du viol. On met du Viagra dans la nourriture de l'homme pour que l'homme soit en érection en permanence. Pour pouvoir davantage la satisfaire. C'est du viol. Oui. Donc, le viol, ce n'est pas seulement à l'égard de la femme, mais également à l'égard de l'homme. Mais l'homme n'arrive pas à dénoncer. Vous allez consulter les études. Moi, je n'ai pas les chiffres. Vous allez consulter les études. Vous verrez qu'il n'y a pas d'homme qui se proclame bien, va à la police, dénoncer, mais j'ai été victime de viol. Pourtant, ça existe et ça se passe au Bénin. J'imagine, si c'est déjà difficile pour la femme de le faire, j'imagine Laurent Roland-Tonnet qui se pointer à un commissariat pour dénoncer un cas de viol. Laurent, quelle lecture, quel regard portez-vous à ces nombreux cas de viol, pas seulement à Calavi, mais dans les autres contrées du Bénin? Ce n'est pas qu'au Bénin, c'est partout dans le monde aujourd'hui. Et de plus en plus, il faut qu'on retenir que la pédophilie prend de l'ampleur. On a comme l'impression que c'est seulement à Bomey-Calavi. C'est vrai qu'aujourd'hui, les langues se délient, les gens ont le courage d'aller dénoncer. Avant, il y avait une question de dignité familiale. On veut sauver l'image de la famille, on veut protéger la petite fille. Et donc, si on en arrive si on dénonçait, c'est que demain, on dira, voilà la fille qui a été violée. Il y a un cliché sur la fille, au point où tous les hommes... On craint les étiquettes. Les étiquettes. Donc, il y a ce état de choses qui a fait que, par le passé, les gens n'avaient pas le courage de dénoncer. Mais avec ce que font les ONC aujourd'hui dans le pays, il y a des ONC qui sont spécialisés dans ce domaine purement et simplement, qui travaillent à cela. Et donc, du coup, il y a
un appui. Et cet appui fait que les gens ont envie de parler, les gens ont le courage de parler et ont le courage de subir. C'est vrai que la loi aussi protège les enfants et donc du coup, même si on dénonce, c'est qu'on n'est pas tenu de citer les noms, mais on peut donner peut-être les indications ou bien préciser qui est l'auteur, le criminel en griffe. Je crois que ce qu'on observe, c'est un peu du point de vue ce qui se passe aujourd'hui avec la dépravation de nos mœurs. Les gens circulent tout le temps en ayant le cesse dans la tête, malheureusement. Vous le pensez vraiment? Oui, je le pense. Je pense que les gens circulent tout le temps en ayant le cesse dans la tête et en n'ayant pas la capacité nécessaire de se maîtriser. Et donc, quand vous n'arrivez pas à vous maîtriser, c'est que c'est vite arrivé à une bêtise. Quand on parle de viol aujourd'hui, j'ai un cas avec qui j'ai échangé la dernière fois, puis je travaille avec une ONG spécialisée dans le domaine, qui a été longtemps violée par son père, de l'inceste. Quand elle en parlait, on l'a accusée. Et sa mère n'avait pas le courage de porter l'information au niveau de la famille. Mais ce même père était allé violer une de ses élèves. Et c'est ça qui lui a valu le fait d'aller en prison. Et c'est en ce moment que la maman a eu le courage de donner sa version aussi. Et du coup, la maman a été renvoyée du foyer. On lui a abandonné, a laissé tous les enfants. Donc les enfants sont à sa charge. Donc sont obligés de se rabattre sur d'autres personnes pour pouvoir survivre. Donc pour vous dire, c'est un certain nombre de pesanteurs sociologiques qui font que parfois les gens n'ont pas le courage de parler. La dame se dit, si je parle aujourd'hui, je n'ai pas où aller. Peut-être que c'est quelqu'un qui a perdu son père et sa mère, qui n'est même pas demandé par les membres de sa famille et qui du coup s'est rabattu sur son mari pour faire du mari peut-être son frère, son unique parent au monde. Le seul socle de sa vie. Et il en arrive que le même mari maintenant en arrive à être le bourreau de la famille en violant sa fille ou en la violant elle-même, parce qu'il y a des viols dans le foyer conjugal bien évidemment, ou même en s'adonnant à des pratiques de viol, mais qu'elle ne peut pas dénoncer. De violence. Non, des pratiques de viol avec les enfants des proches, les enfants. La maman voit, mais dans une certaine mesure, ne peut pas dire. Parce que si elle le dit, c'est elle qui a livré le mari. Si elle livre le mari, qui va prendre soin des enfants? Il y a une certaine chose. Même l'enfant, parfois, à des moments donnés, qui peut-être silencieusement est obligé de subir les cas de viol de son père ou bien de quelqu'un dans le milieu. Parce que peut-être la petite fille, n'a pas de soutien, est enfant placé chez quelqu'un à qui on donne peut-être à manger une fois par jour, rarement, même parfois, et qui peut-être le vieux du coin qui arrive à lui faire des attouchements pour lui donner quelques jetons qui lui permettent de manger, à des moments donnés, il prend ce monsieur comme son soutien et n'a pas envie de parler, jusqu'à ce que peut-être ce soit quelqu'un qui les surprenne. Et là, l'enfant est obligé de parler. Donc, il y a un certain nombre de faits. Donc, c'est pourquoi je dis, les cas de viol aujourd'hui, il faut travailler d'abord à éduquer nos enfants suffisamment, les protéger, les préserver de ces prédateurs. Et nous l'avons su très bien l'intituler. On a parlé des cas de viol et autres crimes. Oui. Vous savez, il y a quelques mois, une vidéo virale sur les réseaux sociaux montrait un professeur d'université maltraiter allègrement sa femme. Et c'est pour appuyer ce dont vous parlez tout à l'heure. Tout le monde a dénoncé la maltraitance, ce niveau de violence. Mais quelques semaines après, c'est cette même dame qui s'est fendue d'une série de petites vidéos sur les réseaux sociaux pour justifier le fait que son mari est un mari formidable, pour infirmer tout ce qu'on a pu lire, constater à travers cette violence. C'est dire aussi qu'il y a des difficultés à dénoncer, non seulement à dénoncer, mais que les cas évoqués, l'incapacité des dames à se prendre en charge, l'incapacité à affronter, pas affronter, mais à subir les reproches des familles, de leur propre famille, de la belle famille et autres, sont autant de facteurs qui justifient le silence de certaines dames. Moi, j'ai toujours dit une chose. Si on veut arriver un jour à l'égalité entre l'homme et la femme,
il faut pouvoir éduquer la femme à être indépendante. Si la femme dans le foyer n'est pas indépendante, tout peut se passer. Moi, je prends l'exemple... Vous voulez parler d'indépendance, de l'autonomie? De l'autonomie sur tous les plans. Surtout financier. Oui. Je vais pas commenter cette situation, mais je vais juste dire que si cette jeune dame ou cette dame-là avait une certaine autonomie, je pense que la réaction... Elle l'a pas. Elle l'a dit. Oui, c'est de ça que je parle, sans vouloir commenter. Si elle avait une certaine autonomie, je pense que la réaction aurait été autrement. Et on a appris que devant le juge, elle a même supplié le juge pour avoir une clémence pour son mari. Et cela pose un problème en jurisprudence. On va dire, mais est-ce que le pardon de la victime aujourd'hui permet au juge de revoir la situation? Parce que après on a appris que le monsieur, dès qu'il est rentré, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a renvoyé sa femme. Le magistrat qui peut-être a déjà clôturé son dossier et qui apprend ça, m'a pas se demander, mais désormais, si j'ai un cas pareil et que la victime vient me supplier d'avoir de la clémence, est-ce que je dois pouvoir céder à sa doléance? Est-ce que je vais pouvoir céder? Et c'est pourquoi je disais que ça pose un problème en jurisprudence. Et même si le magistrat cédait, l'affront est fait. Oui. Le mal est fait. Non, mais le mal est fait. Et il n'est pas dit que le monsieur n'était pas coupable des faits qu'on lui reprochait. Il a été condamné pour les faits qu'on lui reprochait. Et c'est ce qui est essentiel. C'est ce qui est essentiel. Mais le reste, ça revient au magistrat, ça revient au juge dans son intime conviction de décider, compte tenu de la situation, des faits au dossier, des pièces, quelles sanctions appliquer. Et c'est là que la question se pose. Parce que tout réside dans la sanction que le magistrat va poser. On peut avoir un crime de viol et devant le magistrat décide juste, au lieu de donner 10 ans, il donne 2 ans. Parce que vu le débat qui a eu lieu devant lui, vu les pièces qu'il a à son dossier, il décide de donner 2 ans. Et c'est dans son intime conviction qu'il prend cette décision-là. Mais si plus tard, on voit des cas comme ça où la victime vient demander pardon, le magistrat regarde la situation, tout, parce que le magistrat n'est pas tenu de respecter coûte que coûte la loi. Ce sont des êtres humains. Et si à chaque fois, à chaque dossier, le magistrat doit dire, bon, voilà, l'article 18 a prévu pour tel comportement 10 ans ferme, et que automatiquement on doit donner 10 ans ferme, je pense que c'est grave. Et donc, à chaque fois, le magistrat regarde la situation, peut-être regarde la situation familiale, regarde la situation sociologique également, voir si le fait de libérer cette personne-là ne va pas lui créer d'autres problèmes. Parce que parfois, on garde des personnes juste pour protéger cette personne même. Bien sûr. On le garde pour le protéger. On prend le cas d'un jeune homme qui a volé un cabri dans le quartier, on voulait le tuer, la police est allée le prendre, on le présente au magistrat. Le magistrat voit que, bon, c'est un mineur, je ne peux pas le garder en prison, je peux le libérer. Mais regarde également la situation qu'il y a dans le quartier. Si ce jeune, je le libère, il risque d'avoir un problème dans le quartier. Donc, pour ça, il préfère le garder pour 3 mois d'abord. Le temps de laisser la situation et le temps de montrer également à la population que, voilà, justice a été rendue. Et donc, tout ça, ça entre en balance. Donc le magistrat aura à regarder tout ça. Mais si à chaque fois on a ce genre de situation où la victime vient demander pardon et après le coupable même, le présumé coupable même, arrive à avoir des comportements de ce genre, je pense que de temps en temps le magistrat sera obligé, malgré le pardon de la victime, de sanctionner lourdement. Et je vais revenir sur un cas dont M. Laurent a fait cas, le viol en couple. On n'en parle pas beaucoup. Mais c'est une situation qui se passe. C'est déjà difficile à comprendre. Non, mais c'est pas difficile. Et difficile à admettre. C'est pas difficile à comprendre du moment où c'est prévu. Quand vous évoquez le concept de viol et que vous l'amenez en couple, on se dit, ben, de quoi veulent-ils nous parler? Non, mais le viol... N'est-ce pas de la manipulation juridique? Non. Le viol existe partout. Même en couple, le viol existe. Du moment où votre femme
vous dit, moi, je n'ai pas envie d'aller au sexe aujourd'hui, vous la laissez, parce que c'est une question de consentement. Le sexe, c'est une question de consentement. Et j'ai dit quelque part que du moment où il y a le mot involontaire dans le sexe, c'est du viol. Et le viol, si c'est involontaire, c'est du viol. La femme doit avoir la volonté d'aller à l'acte. Et la femme doit consentir. De même que l'homme. Si l'homme dit, madame, je suis fatigué ce soir, madame, vous ne le forcez pas. Vous le laissez dormir. Si vous le forcez, c'est du viol. Parce que dans l'article 553 du Code pénal, au dernier alinéa, on dit que la tentative de viol est punie comme le viol lui-même. Et donc, on peut vous prendre et vous punir pour des sanctions de viol s'il y a tentative. Et la tentative, c'est ce que je disais. J'imagine la posture de ce magistrat qui aura traité de cette affaire. Non, mais le magistrat... bague au doigt pour deux non, vous savez, moi, je n'ai pas eu connaissance de ces gens de cas ici au Bénin, mais en Europe, ça se passe où la femme vient dénoncer son mari pour des cas de viol. C'est vrai qu'en sociologie, le magistrat n'aura pas forcément condamné le mari à des peines de l'autre côté, de prison. l'autre côté de nos frontières, vous savez que même toute aussi, hallucination est exploitable. Même également au Bénin, ça peut se passer. Mais moi, j'imagine que le magistrat n'aura pas condamné l'homme pour des peines de prison. Peut-être si ça devient répété, ça devient des faits où la femme vient se plaindre. Non, je pense fondamentalement que la question de viol dans le foyer, c'est une question de culture. C'est une question de culture. C'est vrai que vous l'avez dit, ça se passe en Europe régulièrement. Mais le drame, c'est qu'ici, quand une femme a envie de divorcer, a envie de partir, elle peut commencer par évoquer question de viol. Tous ces arguments fallacieux. En fait, c'est une question assez sensible. Moi, je suis d'accord que quand la femme n'est pas consentante, ce n'est pas la peine de l'obliger. Parce que, au-delà de tout, ce dont on parle, c'est que la femme dit « je ne suis pas consentante, je n'ai pas envie de faire l'amour ». Et puis, tu en arrives à la violenter, l'obliger à aller au sexe, contre son gré, alors peut-être qu'elle est souffrante. Ça, c'est de la barbarie. Oui, mais justement, c'est de ça qu'il est question. Mais le problème, c'est qu'il peut arriver que pour une question ou une autre, parce que tu as fait une promesse à ton épouse et que peut-être à un moment donné, elle aussi cherchait les voies et moyens pour partir, peut commencer par évoquer une question de viol conjugal. Il faut faire très attention avec la question. C'est vrai que... Mais je pense que la justice aura fait son travail. Mais le problème, c'est que la justice ne vit pas dans le couple. Non, mais la justice, la justice travaille à la manifestation de la vérité. Non, mais le problème c'est que la femme ne vous dira pas que c'est telle chose qui a entraîné ça. Ce qui est sûr, elle vous dira qu'elle n'a pas envie. Elle vous dit une première fois, elle le dit à son homme une fois, deux fois, trois fois. Le monsieur, peut-être que sous l'effet de la colère, peut-être agit violemment. Et donc, comme elle cherchait déjà un bouc émissaire pour s'en aller, elle évoque ça. Donc, c'est pour vous dire, c'est une question assez sensible. On va peut-être prier pour que nos jeunes sœurs ou nos épouses n'en arrivent pas à évoquer des questions de viol conjugal. Le viol a été toujours une question sensible, même lorsqu'on dit que la tentative est punie comme le viol. Oui, c'est que du moment où vous commencez par toucher la femme dit arrête. Elle peut dire mais qu'il y a tentative de viol. Oui. Ouais. Donc, le viol, c'est toujours, en tout cas, toutes les infractions. Non, en fait, je parle du viol conjugal est hyper sensible. Bon, peut-être. Hyper sensible. C'est assez délicat. Hyper sensible. Il va falloir faire attention avec ça. Je crois que le plus important, c'est de faire l'effort d'avoir l'harmonie dans son foyer avec son épouse. Et de pouvoir lire les faits et gestes de ton épouse ou de ton époux pour qu'il n'en arrive pas à t'accuser de viol conjugal. C'est tout simple. Et de connaître aussi son partenaire. Oui. Parce que vous savez, il y en a qui, après une certaine période, avant ou après la maternité, n'éprouvent plus aucun besoin d'aller au sexe. Et si le mari n'a pas su anticiper, n'a pas su assimiler ce comportement de sa femme, il peut mal se comporter et tomber sous le coup. Je pense que dans un couple, tout est question de discussion et de dialogue. Donc, si la discussion est là, le dialogue est présent, ce genre de cas, on pourra l'éviter. On pourra l'éviter très, très facilement. Mais je voudrais revenir sur les autres crimes que nous observons au Bénin et spécialement à Calavi, pour dire que c'est vrai que la loi existe. Est-ce qu'il y a des crimes spécifiques à Calavi?
Non, pas de crime spécifique à Caravi. Non, je dirais pas ça. Dont on Mais parle je peut-être dirais, mieux. je dirais plutôt les cas les plus fréquents que nous avons à Caravi, surtout à Caravi où on parle d'un père qui a tué son enfant, et un autre qui a tué sa femme, etc. Moi, je dirais plutôt, c'est vrai que la loi existe, c'est vrai que nous avons tous connaissance, aujourd'hui nous savons tous que quand vous allez prendre un objet de quelqu'un qui ne vous appartient pas, c'est du vol et on peut être puni pour ça. Bien sûr. Mais cela n'empêche pas les gens d'aller voler. Nous avons des cas de vol un peu partout. Nous savons aujourd'hui que lorsque vous donnez des coups à quelqu'un, ça peut être constitué de coups de blessures volontaires ou involontaires. Même quand c'est involontaire, que c'est puni par la loi et que vous pouvez être puni. Mais pourtant, vous voyez toujours des gens se battre dans la rue. Et donc, je pense que c'est une question d'éducation à la base. On peut beau prendre des lois, on peut beau dire que le crime est puni désormais de la peine de mort. Heureusement que la peine de mort n'est plus dans notre législation. On peut tout dire. Mais malgré que la peine de mort existait, les infractions existaient toujours. Et donc, on peut tout dire. Il faut éduquer les gens. Et il faut peut-être travailler à ce qu'il y ait plus de centres de psychologie ou des centres d'écoute, centres d'accompagnement. Parce que parfois, ces genres de crimes arrivent par la suite de pression, de certaines situations qu'on n'arrive souvent pas à gérer. Et donc, parfois, l'homme n'a plus ses facultés en place. Parfois, ce ne sont jamais des faits isolés. Vous voyez des gens au tribunal après 2 ans et qui vous disent mais que je ne savais pas quand c'est arrivé. Oui. On se disputait, c'est arrivé comme ça. Lui-même, il n'arrive pas à s'expliquer. Il voit, peut-être il tue sa femme, il voit sa femme par terre. Et c'est maintenant qu'il se rend compte que voilà, j'ai tué ma femme. Mais on aurait pu éviter ça. On aurait pu éviter ça s'il y avait des centres qui, à chaque fois, écoutaient les gens, si des gens étaient dans des situations de dépression. Vous en appelez surtout aux psychologues cliniciens. Oui. Si on pouvait écouter ces personnes-là, essayer de discuter avec eux, les calmer, trouver des thérapies pour que ce genre de situation n'arrive. C'est très important. Mais parfois, au Bénin, on ne le fait pas. C'est lorsque ça se passe qu'on met les projecteurs sur cette personne-là. On dit, mais voilà, c'est un criminel, il vient de tuer sa femme. On dit, mais quelle barbarie, mais pourquoi il a fait ça Il aurait pu éviter. On aurait pu éviter ça. On voit des gens se suicider. On voit des gens se suicider, mais on ne se demande jamais, qu'est-ce qui a poussé cette personne-là à mettre fin à sa vie. Mais moi, j'aime ma vie. Quel qu'en soit ce qui va se passer, je ne vais jamais mettre ma vie en danger. Mais parfois, il y a des personnes qui se retrouvent dans une situation tellement extrême qui se disent, mais le mieux, c'est de mettre fin à ma vie. Moi, je dis toujours qu'on aurait pu éviter ça. Parce que ces personnes ont manqué d'accompagnement. Oui, l'État a également une responsabilité. Si on met des millions dans les procès à juger des gens, à payer les avocats, commis d'office et tout ça, si on essaie de régler cette question, mettre ces ressources-là à côté, créer des centres, écouter des gens ou, je ne sais pas, créer quelque chose, aller visiter des familles à la maison, ça sera difficile. Ça sera difficile, mais on peut le faire réduire un peu ce genre de situation. Et donc, ne parlons pas tout le temps de cas de viol, de cas de crime, et les crimes, et dire, mais voilà, les gens... Il faut penser aussi au mobile, il faut penser au soutien. Au soutien psychologique et aussi financier. Parce que très important. Merci pour ces idées, ces ébauches de thérapie que vous venez d'exprimer. Laurent, pour conclure. Je crois que l'État ferait mieux de mettre à la disposition des populations des psychologues, des psychanalystes. Je sais que vous en êtes il nous faut déjà mieux appréhender l'importance des psychologues, des psychanalystes dans notre vécu. Je sais que vous en êtes un, donc peut-être que l'État ferait mieux de faire recours à des gens comme vous et que vous laissiez peut-être le micro pour aller servir on serait peut-être mieux logé. Voilà, pour servir l'État autrement.
pour dire qu'on en a besoin parce que, comme l'a dit Je l'ai Fréjus, toujours dit, comme l'a dit tout un Fréjus, chacun de nous, autant nous avons besoin d'un médecin, on dit je vais appeler mon Oui, docteur, on a besoin d'un autant nous psychologue. avons besoin d'un psychologue. à qui se confier quand on Ah a ben un oui. problème. Ah ben, Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe comme crime, on voit qu'il y a un problème. Donc les gens ont besoin d'être conseillés, les gens ont besoin d'être écoutés. Quelqu'un qui va commettre un acte de viol, qu'est-ce qui l'a poussé à cet extrême? Il faut peut-être préparer les gens à la maîtrise de soi. Parce que si vous n'en arrivez pas à vous maîtriser, c'est que vous pouvez rapidement faire une bêtise. Donc autant de choses pour lesquelles on a besoin de psychologues dans notre société, on a besoin de toutes les composantes, mais à un moment donné, il faut écouter les citoyens, il faut accorder la chance aux gens de parler, parce que même celui qui violente sa femme à la maison, il y a eu peut-être bien des situations et pour lesquelles, il savait qu'il peut aller voir un conseiller, un psychologue chez qui se confier, ce psychologue lui aurait confié, lui conseillé ce qu'il pouvait faire pour ne pas en arriver là. Donc, autant de choses qui arrivent, je crois que on a besoin de ces personnes aussi. je pense que vous avez trouvé la thérapie efficace, Fréjus et Laurent. Il faut des psychologues, des guides, des soutiens, justement, des coachs en développement personnel et autres, parce que nous fonctionnons un peu comme nos engins à 2 ou 3 ou plusieurs roues. Il y a pas que, nous ne sommes pas que carrosserie, nous ne sommes pas que corps. Il y a aussi la partie immatérielle, le psychisme, comme on le dit. Et pour mieux vivre, pour ne pas en arriver à ces extrémités, il faut que les différentes instances de la personnalité jouent réellement leur rôle. Quand le ça devient maître et commence à commander le moi, alors là, et que le moi devient esclave, ou que le surmoi n'arrive plus à canaliser, à jouer son rôle comme il faut, alors là, on peut arriver à tuer facilement son enfant, son propre enfant qu'on a dit, qu'on a accueilli, on a droit là à un cours en direct de psychologie. Je pense qu'il faut également encourager les gens à s'inscrire dans les facultés. C'est très important. Oui, non, mais le problème, c'est que encourager les gens à s'inscrire en psychologie, en ce moment, il fait la sociologie, mais les gens il a fait la psychologie, par exemple, mais quand on encourage que vous allez faire au finish, quelles sont les conditions créées par l'État pour permettre à tous ceux-là de travailler? On dit souvent que les psychologues et les sociologues ne mangent pas au Bénin. Non, ça dévoile les gens. Non, on ne va pas dire qu'ils ne mangent pas, il y en a qui mangent. Ils sont très peu à pouvoir manger parce que le gros lot se retrouve parfois à la craie. Il y en a qui peut-être sont sur les motos jaunes de ce réseau-là en train de distribuer crédit. Il y en a qui se débrouillent autrement, peut-être avec des structures. Donc je crois que fondamentalement... On accepte vos images. Non, mais malheureusement, il y a d'autres qui sont peut-être devant caméra et micro, alors qu'ils auraient pu être ailleurs pour servir la communauté. Merci, comme vous et moi. Ce serait peut-être un tremplin pour un coup de temps. Merci Laurent, bonne journée. Merci Fréjus pour le sens de partage et la disponibilité.